Et pour parler du premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump, nous retrouvons en direct depuis Casablanca Ali Lahlichi, doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, que retenir de ce débat largement suivi aux États-Unis, mais également dans le monde entier ? D'abord, ce débat, comme vous avez dit, il est largement suivi dans le monde entier, aussi certainement par les Américains. C'est un débat qui était assez musclé, assez fort. On a vu les deux candidats qui ont il y a eu beaucoup de piques entre les uns et les autres, c'est-à-dire entre les deux candidats, que la présentation de leur programme. Pendant 90 minutes, les deux candidats se sont livrés à des attaques de l'un vers l'autre. Et il faut dire que ce débat était très attendu dans le sens où il y a eu déjà un débat avant entre M. Trump et M. Biden qui était c'est-à-dire le candidat des démocrates. Maintenant, on attendait Mme Kamala Harris et ce débat quand même, comme le dit la presse, elle était assez électrique et assez musclée. Alors justement, selon la presse et beaucoup d'observateurs, la candidate démocrate Kamala Harris s'est imposée face à Donald Trump qui aurait même perdu ses moyens par moment. Alors êtes-vous d'accord sur ce point ? Oui, dans un certain sens. Certainement, on a vu la candidate Kamala Harris qui était souriante, qui était sereine, et puis parfois qui répondait d'une manière assez aisée. Et de l'autre côté, on voyait le Trump qui était beaucoup plus, c'est-à-dire fermé, beaucoup plus. Il ne regardait pas la caméra et il ne regardait pas c'est-à-dire sa rivale ou son adversaire. On a vu, c'est-à-dire deux positions, ça sur la forme. En fait, la position beaucoup plus apaisée de Kamala Harris parfois, alors que Donald Trump, il était beaucoup plus, je dirais, parce qu'il y avait beaucoup plus d'attaques de la candidate Kamala Harris que par Donald Trump. Est-ce qu'on n'a pas une impression de déjà-vu avec l'élection de 2016, lorsque Hillary Clinton avait été annoncée comme vainqueur des débats qui l'opposaient à Donald Trump ? Sincèrement, aux États-Unis ou dans les élections, il faut prendre avec les pincettes les débats. C'est vrai, certainement les débats, c'est très intéressant, c'est très important. Mais aux États-Unis, il y a deux modèles, si vous voulez, deux modèles explicatifs du vote. Ce sont les modèles américains, que ce soit de l'école ou le modèle de Columbia ou le modèle de Michigan. Ce sont des modèles qui parlent du déterminisme électoral, c'est-à-dire que l'électeur il s'identifie à un parti. En s'identifiant à un parti, il pense politiquement comme il pense socialement. Donc l'identification partisane il devient comme un filtre de tout ce qui émane lors des c'est-à-dire campagnes électorales, et il filtre l'information politique. C'est-à-dire quelqu'un qui s'identifie au Parti démocrate va voter pour les démocrates, et un autre qui s'identifie au Parti républicain va voter pour le Parti républicain. Et ça, c'est, je dirais, une grande majorité. C'est les 40% pour les uns et les 40% pour les autres. Il y a certainement un troisième modèle qu'on appelle le modèle rationnel ou le modèle de l'électeur consommateur. Et c'est là où peut-être un débat où la campagne électorale peut faire une conversion vers un parti ou vers un autre. Mais les deux modèles déterministes, ils sont très clairs, que la campagne électorale ne change pas ou le débat ne change pas l'avis d'un électeur. Maintenant, les électeurs consommateurs, et c'est pour cela qu'aux États-Unis, on parle des swing states, c'est-à-dire qu'il y a 7 États où il peut y avoir qui vont voter pour les libéraux, c'est-à-dire pour les démocrates ou pour les conservateurs, les républicains. Et à ce niveau-là, il y a eu les 4, je dirais, variables ou marqueurs qui ont été évoqués lors de ce débat, à ce que ce soit l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, donc l'avortement, comment elle est vue par les conservateurs et comment elle est vue par les libéraux ou les démocrates. Il y a aussi l'immigration, comment l'immigration a été, c'est-à-dire lors du mandat de Trump, ou bien comment l'immigration
elle est vue par les démocrates. Et à ce point-là, il faut dire que Donald Trump rappelait à Kamala Harris certains changements de position par rapport à l'immigration. Il y a aussi un troisième point qui est l'économie, qui est très important. On parle surtout de l'inflation. Aux États-Unis aujourd'hui, on parle d'un taux d'inflation, certes qui ne dépasse pas 3%, mais la vie elle est trop chère aux États-Unis. Donc c'est un point sur lequel s'appuie Trump pour dire que le gouvernement, c'est-à-dire l'administration Biden, Kamala Harris, n'a pas répondu aux problèmes des Américains, alors qu'elle, elle dit qu'elle représente la classe moyenne. Et puis, bien sûr, il y a un quatrième point, c'est un peu sur la politique étrangère, où les visions ne sont pas très différentes, mais l'action, c'est-à-dire dite que va faire Trump, va régler les problèmes par rapport à la politique étrangère. Mais les Américains s'intéressent surtout à des enjeux électoraux, c'est-à-dire locaux, nationaux et surtout économie, immigration et puis bien sûr des marqueurs sociétaux comme l'avortement. Et c'est à ce point-là, sur ces trois points, à mon sens, que se jouera les électeurs hésitants. Mais les 40% ou les 45 d'un parti ou de l'autre, comme cela a été démontré dans toutes les élections américaines, vont voter, ils vont s'identifier à un parti et les campagnes électorales et les débats ne font pas de conversion de ces électeurs, mais plus un renforcement ou une consolidation de leur appartenance partisane. Alors justement, est-ce que ce débat aura-t-il une incidence sur la suite? Vous l'avez dit, les débats, ça réaffirme l'appartenance ou l'affiliation politique de chaque électeur. Est-ce que dans ce cas-là, ça aura peut-être un impact sur les indécis? Puisque Kamala Harris s'est montrée assez agressive, et selon les médias également. Oui, oui, selon les médias américains et même les médias, c'est-à-dire européens ou marocains, on voit que Kamala Harris est sortie vainqueur. Mais à 56 jours c'est-à-dire des élections, est-ce que les indécis vont aller plus vers Kamala Harris ou vers Donald Trump? Peut-être il y a eu je dirais un point gagné par Kamala Harris au vu c'est-à-dire de la manière dont elle a géré le débat, de la forme du débat, de son apaisement, de sa sérénité. Mais sur le fond, les indécis, qu'est-ce qui leur importe? Aux États-Unis, c'est la cherté de la vie. Aujourd'hui, Trump, il dit que sous son gouvernement, son administration, l'économie était plus ou moins prospère. Qu'aujourd'hui, il y a une crise économique. Sur le point de l'immigration, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a eu même un changement parfois de temps sur l'immigration par les démocrates. Il y a aussi le point de la grossesse. Ça sur l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire l'avortement. C'est un point qui divise, il faut dire l'Amérique. Il y a une polarisation aux États-Unis. Il y a ceux qui trouvent que l'interruption volontaire de grossesse, surtout après l'arrêt ou la décision de la Cour suprême américaine qui avait arrêté un arrêt, c'est-à-dire sur l'interruption volontaire de grossesse, et 22 États, comme le disait et le confirmait Trump, ont interdit l'avortement. Donc, la question, je dirais, sur cet électeur hésitant, ce sont ces trois points qui peuvent faire varier. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande division, et il y a des conservateurs, mais aussi ceux qui voient je dirais qui voient l'économie. L'économie est très importante. Moi, j'étais aux États-Unis, je viens d'arriver, et j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a une division entre les Américains sur ces trois points, surtout ces trois points. Et il y a une forme d'hésitation. Peut-être ce débat-là a renforcé plus ou moins, je dirais, Kamala Harris, comme cela est sorti c'est-à-dire après le débat dans toute la presse. Mais on verra, est-ce que en 56 jours, le pourcentage, comme cela s'est passé en 2016 avec Hillary Clinton Trump et Hillary Clinton, et est-ce que
est-ce que Trump sortira gagnant? Plutôt, est-ce que Kamala Harris sortira gagnant? Il faut dire aussi les élections américaines, c'est un suffrage universel mais indirect. Ça se fait par, c'est-à-dire les grands électeurs, et c'est ce qui fait. Vous pouvez avoir peut-être un grand nombre de personnes qui vont voter pour vous, mais ce n'est pas ce nombre qui déterminera le grand électeur. Surtout que chaque État, c'est-à-dire le gagnant, remporte toutes les voix. Si dans un État, il y a par exemple 16 sièges, si celui qui remporte 9 va gagner les 16. Et c'est ce qui fait parfois le nombre de votants pour un candidat ou pour un autre ne détermine pas parfois la victoire. Il peut avoir un nombre supérieur, mais sur le nombre de sénateurs, de grands candidats, ça peut faire la différence. Alors à présent, on va parler un peu plus de politique étrangère. Alors quels sont les dossiers de la région MENA sur lesquels devra se pencher le prochain président? On va dire plutôt les priorités. Le premier sujet, c'est la guerre qui est entre, je dirais, ce qui se passe à Gaza. Et on voit la déclaration de Trump. Il dit, moi, si je suis là, je vais arrêter la guerre rapidement. Je trouverai une solution rapide. Et il accuse d'ailleurs Kamala Harris comme quoi sa position, elle est mitigée par rapport à cette question-là et que pendant c'est-à-dire depuis le 7 octobre, la position n'est pas assez franche, n'est pas assez claire de l'administration Biden, parce que à chaque fois, Trump relie le projet de Kamala Harris à l'administration Biden, puisqu'il était la vice-présidente. Maintenant, c'est le premier, je pense, c'est le premier sujet le plus important. Il y aura certainement le sujet aussi de l'Iran, donc du nucléaire, qui va peut-être revenir. Mais le plus important, c'est le Proche-Orient, c'est ce qui se passe à Gaza. Et bien que moi je dirais que la position n'est pas très différente de l'un et de l'autre, mais peut-être que Trump trouvera des solutions plus rapides, selon lui, pour ce conflit. Et bon, puisque pour lui, l'administration Biden n'a pas trouvé de solution pendant presque une année à ce qui se passe à Gaza. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Casablanca, professeur Ali El-Harichi, doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis. Avec plaisir.